Somnifère, le podcast. Rien ne suscite plus grande mélancolie que l'idée de ne pas connaître tous les êtres qu'on aurait pu aimer, écrit Carlos Fuentes. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui, lors d'un séjour dans un petit village d'Auvergne, va être intrigué par le comportement d'une vieille femme qu'il rencontre dans une auberge. Elle est solitaire, ne semble porter aucune importance à son apparence et voyage seule à travers les montagnes. Quelle est son histoire et pourquoi semble-t-on lire sur son visage une certaine mélancolie? C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Humble drame ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va commencer par prendre le temps de s'installer confortablement, d'ajuster le drap ou la couverture, de se mettre à l'aise dans une position confortable. De fermer les yeux. Et de laisser notre esprit vagabonder. Prenez une profonde inspiration, une inspiration lente et apaisante, avant de relâcher toutes les tensions à l'expire. Prenez un petit moment pour relâcher tous vos muscles, faire en sorte que votre corps soit complètement décontracté. En prenant le temps de bien détendre votre nuque. Vos épaules, et votre dos. Je vais vous demander à présent d'imaginer que deux mains se posent sur le dessus de votre tête et la massent en faisant de petites pressions. De haut en bas, et puis de bas en haut. Ressentez le contact agréable de ces 10 doigts qui effectuent des pressions douces mais fermes. Avant de glisser sur les côtés, au niveau de vos tempes, puis au niveau de votre nuque, où les 2 pouces font des pressions agréables. De haut en bas, et puis de bas en haut. Avant de descendre lentement au niveau de vos épaules, qui s'abandonnent complètement sur le matelas. Puis au niveau de vos trapèzes,
qui se détendent. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Votre respiration, les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés, et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables. Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend.
rythme de votre respiration qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent. Sans rien attendre de particulier. Je vais vous demander à présent d'imaginer à quoi ressemblerait la version de vous-même la plus paisible. Concentrez-vous sur le calme et l'immobilité de cette image et sur ce que vous ressentez. Concentrez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants, sans être en attente de quoi que ce soit. En étant tout simplement présent, déconnecté du monde. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Les rencontres font le charme des voyages. Qui ne connaît cette joie de retrouver soudain, à 500 lieues du pays, un Parisien, un camarade de collège, un voisin de campagne? Qui n'a passé la nuit, les yeux ouverts dans la petite diligence drelindante des contrées où la vapeur est encore ignorée, à côté d'une jeune femme inconnue, entrevue seulement à la lueur de la lanterne alors qu'elle montait dans le coupé devant la porte d'une blanche maison de petite ville. Et le matin venu, quand on a l'esprit et les oreilles tout engourdis du continu tintement des grelots et du fracas éclatant des vitres, quelle charmante sensation de voir la jolie voisine ébouriffée ouvrir les yeux, regarder autour d'elle, faire du bout de ses doigts fins la toilette de ses cheveux rebelles, rajuster sa coiffure, tâter d'une main sûre si son corset n'a point tourné, si la taille est droite et la jupe pas trop écrasée. Elle vous regarde aussi d'un seul coup d'œil froid et curieux. Puis elle se carre dans un coin et ne semble plus occupée que du pays. Malgré soi, on la guette sans cesse. Malgré soi, on pense à elle toujours. Qui est-elle? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Malgré soi, on ébauche en pensée un petit roman. C'est peut-être la femme qu'il fallait à notre cœur, à notre rêve, à notre humeur. Et comme,
il est délicieux aussi le dépit qu'on a de la voir descendre devant la barrière d'une maison de campagne. Un homme est là, qui l'attend avec 2 enfants et 2 bonnes. Il la reçoit dans ses bras, l'embrasse en la déposant à terre. Elle se penche, prend les petits qui tendent les mains, les caresse avec tendresse, et tous s'éloignent dans une allée pendant que les bonnes reçoivent les paquets jetés de l'impériale par le conducteur. Adieu. C'est fini. On ne la verra plus jamais. Adieu la jeune femme qui a passé la nuit à votre côté. On ne la connaît pas, on ne lui a point parlé. On est tout de même un peu triste de son départ. Adieu. J'en ai de ces souvenirs de voyage, des gais, des sombres, j'en ai beaucoup. J'étais en Auvergne, errant à pied dans ces charmantes montagnes françaises, pas trop hautes, pas trop dures, intimes et familières. J'avais grimpé sur le Sancy et j'entrai dans une petite auberge auprès d'une chapelle à pèlerinage qu'on nomme Notre-Dame de Vassivière, quand j'aperçus, déjeunant seul à la table du fond, une vieille femme étrange et ridicule. Elle était âgée de 70 ans au moins, grande, sèche, anguleuse, avec des cheveux blancs en boudin sur les tempes, suivant la mode ancienne. Vêtue comme une Anglaise vagabonde d'une façon maladroite et drôle, en personne à qui toute toilette est indifférente, elle mangeait une omelette et buvait de l'eau. Elle avait un aspect singulier, des yeux inquiets, une physionomie d'être que l'existence a maltraité. Je la regardai malgré moi, me demandant « Qui est-ce ? Quelle est la vie de cette femme ? Pourquoi erre-t-elle seule dans ces montagnes ?» Elle paya, puis se leva pour partir, en rajustant sur ses épaules un étonnant petit châle dont les 2 bouts pendaient sur ses bras. Elle prit dans un coin un long bâton de voyage couvert de noms imprimés au fer rouge, puis elle sortit, droite, roide, d'un grand pas de facteur qui se met en course. Un guide l'attendait devant la porte. Ils s'éloignèrent. Je les regardai descendre le vallon le long du chemin qu'indique une ligne de haute croix de bois. Elle était plus grande que son compagnon et semblait aller plus vite que lui. 2 heures plus tard, je gravissais les bords de l'entonnoir profond qui contient, dans un merveilleux et énorme trou de verdure, plein d'arbres, de broussailles, de rocs et de fleurs, le lac Pavin, si rond qu'il semble fait au compas, si clair et si bleu qu'on dirait un flot d'azur coulé du ciel, si charmant qu'on voudrait vivre dans une butte, sur le versant du bois qui domine ce cratère où dort l'eau tranquille et froide. Elle était là, debout, immobile, contemplant la nappe transparente au fond du volcan mort. Elle regardait comme pour voir dessous, dans la profondeur inconnue, peuplée, dit-on, de truites grosses comme des monstres, et qui ont dévoré tous les autres poissons. Comme je passais près d'elle, il me sembla que 2 larmes roulaient dans ses yeux. Mais elle partit à grande enjambée pour rejoindre son guide, demeuré dans un cabaret au pied de la montée qui mène au lac. Je ne la revis point ce jour-là. Le lendemain, à la nuit tombante, j'arrivai au château de Murol. La vieille forteresse, tour géante debout sur un pic au milieu d'une large vallée, au croisement de 3 vallons, se dresse sur le ciel, brune, crevassée, bosselée, mais ronde, depuis son large pied circulaire jusqu'aux tourelles croulantes de son faîte. Elle surprend, plus qu'aucune autre ruine, par son énormité simple, sa majesté, son air antique, puissant et grave. Elle est là, seule,
haute comme une montagne, reine morte, mais toujours la reine des vallées couchée sous elle. On y monte par une pente plantée de sapins. On y pénètre par une porte étroite. On s'arrête au pied des murs, dans la première enceinte, au-dessus du pays entier. Là-dedans, des salles tombées, des escaliers égrenés, des trous inconnus, des souterrains, des oubliettes, des murs coupés au milieu, des voûtes tenant on ne sait comment, un dédale de pierre, de crevasses où pousse l'herbe, où glissent des bêtes. J'étais seul, rôdant par cette ruine. Soudain, derrière un pan de muraille, j'aperçus un être, une sorte de fantôme, comme l'esprit de cette demeure antique et détruite. J'eus un sursaut de surprise, presque de peur, puis je reconnus la vieille femme rencontrée 2 fois déjà. Elle pleurait. Elle pleurait de grosses larmes et tenait à la main son mouchoir. Je me retournai pour m'en aller. Elle me parla, honteuse d'avoir été surprise. « Oui, monsieur, je pleure. Cela ne m'arrive pas souvent. » Je balbutiai, confus, ne sachant que répondre. « Pardon, madame, de vous avoir troublée. Vous avez sans doute été frappée par quelque malheur. » Elle murmura. « Oui, non. Je suis comme un chien perdu. » Et posant son mouchoir sur ses yeux, elle sanglota. Je lui pris les mains, tâchant de l'apaiser, émue par ses larmes contagieuses. Et brusquement, elle me conta son histoire comme pour n'être plus seule à porter son chagrin. « Monsieur, si vous saviez dans quelle détresse je vis, dans quelle détresse. J'étais heureuse. J'ai une maison là-bas, chez moi. Je n'y peux plus retourner. Je n'y retournerai plus, c'est trop dur. J'ai un fils. C'est lui. Les enfants ne savent pas. On a si peu de temps à vivre. Si je le voyais maintenant, je ne le reconnaîtrais peut-être plus. Comme je l'aimais. Même avant qu'il fût né, quand je le sentais remuer dans mon corps, et puis après, comme je l'ai embrassé, caressé, chéri. Si vous saviez combien j'ai passé de nuits à le regarder dormir, et de nuits à penser à lui, j'en étais folle. Il avait 8 ans quand son père le mit en pension. C'était fini, il ne fut plus à moi. Ah mon Dieu, il venait tous les dimanches, voilà tout. Puis il alla au collège à Paris, il ne venait plus que 4 fois l'an. Et chaque fois, je m'étonnais des changements de sa personne, de le trouver plus grand sans l'avoir vu grandir. On m'a volé son enfance, sa confiance, sa tendresse qui ne se serait plus détachée de moi, toute ma joie de le sentir croître, devenir un petit homme. Je le voyais 4 fois l'an, songez, à chacune de ses visites, son corps, son regard, ses mouvements, sa voix, son rire, n'étaient plus les mêmes, n'étaient plus les miens. Ça change si vite un enfant, et quand on n'est pas là pour le voir changer, c'est si triste, on ne le retrouve plus. Une année, il arriva avec du duvet sur les joues. Lui, mon fils. Je fus stupéfaite et triste, le croiriez-vous? J'osais à peine l'embrasser. Était-ce lui, mon petit, tout petit blondin frisé d'autrefois, mon cher enfant que j'avais tenu dans ses langes, sur mes genoux, qui avait bu mon lait de ses petites lèvres goulues, ce grand garçon brun qui ne savait plus me caresser, qui semblait m'aimer surtout par devoir, qui m'appelait ma mère par convenance, et qui m'embrassait sur le front alors que j'aurais voulu l'écraser dans mes bras.
J'allais le rejoindre pour demeurer ensemble. Il avait pris des habitudes de jeune homme. Il me fit comprendre que je le gênais. Je partis. J'ai eu tort, mais je souffrais trop de me sentir importune, moi, sa mère. Je revins chez moi. Je ne le revis plus, presque plus. Il se maria, quelle joie. Nous allions enfin nous rejoindre pour toujours. J'aurais des petits-enfants. Il avait épousé une Anglaise qui me prit en haine. Pourquoi ? A-t-elle senti peut-être que je l'aimais trop ? Je fus forcé de m'éloigner encore. Je me retrouvai seul. Puis il partit pour l'Angleterre. Il allait vivre chez eux, chez les parents de sa femme, comprenez-vous ? Ils l'ont pour eux, mon fils, ils me l'ont volé. Il m'écrit tous les mois, il venait me voir dans les premiers temps. Maintenant, il ne vient plus. Voici 4 ans que je ne l'ai vu. Il avait la figure ridée et des cheveux blancs. Était-ce possible ? Cet homme presque vieux, mon fils, mon petit enfant rose de jadis. Sans doute, je ne le reverrai pas. Et je voyage toute l'année. Je vais à droite, à gauche, comme vous voyez, sans personne avec moi. Je suis comme un chien perdu. Adieu, monsieur, ne restez pas près de moi, ça me fait mal de vous avoir dit tout cela. Et comme je redescendais la colline, m'étant retourné, j'aperçus la vieille femme debout sur une muraille crevassée, regardant les monts, la longue vallée et le lac Chambon dans le lointain. Et le vent agitait comme un drapeau le bas de sa robe et le petit châle étrange qu'elle portait sur ses maigres épaules. Bonne nuit. Bonne nuit.